Bienvenue dans Invisibili. Bonjour à toutes et à tous. Si vous écoutez ce podcast, vous aurez peut-être compris que je suis fascinée par le monde des champignons et pas seulement les champignons magiques. Alors pour nourrir cette curiosité, j'ai décidé d'inviter Francis Martin. Docteur en physiologie végétale, biologiste et mycologue, il étudie depuis plus de 30 ans les mécanismes symbiotiques entre les arbres et les champignons. Pionnier dans sa discipline, directeur de recherche émérite à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE, il est aujourd'hui l'un des experts mondiaux des forêts. J'ai lu ses livres en pleine canicule et je vous avoue que ça m'a aidé à respirer, me catapultant directement dans les racines des arbres. Dans son dernier livre, il raconte l'année qu'il a passée auprès d'un vieil être, un arbre de 200 ans, tout en nous plongeant de façon pédagogue et exigeante dans les méandres des mondes invisibles et souterrains qu'il étudie avec passion. Dans cet épisode, on parle entre autres d'arbres-mondes, d'humus, de vie, de mort et de métamorphose, de l'importance des mondes microscopiques et de la nécessité de rendre visibles ces territoires invisibles. Bonjour Francis Martin, merci beaucoup de prendre le temps de venir dans Invisibili. Bonjour Natalia. Je suis très heureuse que vous soyez là, j'ai plongé dans vos livres ces dernières semaines et ça m'a fait un bien fou, je dois dire. Pour commencer, je voulais vous demander à quel moment vous avez commencé à vous intéresser à ce monde invisible, souterrain. Est-ce que ça a démarré dans l'enfance ? Qu'est-ce qui a déclenché cette curiosité ? Alors moi je suis d'une région, la Lorraine, où il y a énormément de forêts. Donc tout gamin, on allait avec mon père et mes oncles, on allait au cours de l'été aux champignons. Donc il y a une tradition familiale de ramasser les champignons et donc évidemment on est en forêt. Alors est-ce que ça remonte à cette époque-là ? Peut-être. Alors la vraie découverte du monde souterrain, du monde invisible, et en particulier de ce qui grouille dans les sols, ça remonte à mes années universitaires, quand j'ai fait, à l'époque on appelait ça un diplôme d'études approfondies, qui est maintenant un master. Et le laboratoire qui m'a accueilli à cette époque, à la fin des années 70, travaillait justement sur la microbiologie forestière, c'est-à-dire étudier les micro-organismes des sols forestiers. Et donc là, j'ai découvert effectivement qu'il y avait des arbres, que je connaissais déjà un petit peu, mais en tout cas, j'ai appris à mieux connaître le système racinaire des arbres, et tout le cortège d'organismes, et en particulier de micro-organismes, de microbes, qui sont associés à ce système racinaire. Donc voilà, étape par étape, j'ai découvert toute la complexité de ce monde souterrain. Et depuis, vous n'avez cessé d'étudier ces interactions, d'étudier ces mondes, et vous dites quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, vous dites qu'il y a une cécité botanique, or on n'aime que ce que l'on décrit. On a mis beaucoup de temps à s'intéresser à ces dimensions souterraines, à ces mondes invisibles, et effectivement à les décrire, et vous dites même qu'on a recensé seulement 5% de cette masse invisible du vivant. Je voudrais que vous parliez de cette cécité botanique, ça m'intéresse. Comme bien souvent, le grand public, même s'il s'intéresse à la sauvegarde de la biodiversité, il y a des organismes comme l'ours blanc, comme la baleine bleue, qui sont des espèces emblématiques, iconiques. La plupart de nos concitoyens, en fait, quand ils se promènent en forêt, quand ils se promènent dans une prairie, ils voient un monde qui est vert émeraude, mais très peu savent mettre un nom sur les arbres, reconnaître un chêne, d'un hêtre, d'un bouleau. Et puis s'ils traversent une prairie, alors là c'est encore plus compliqué, les graminées c'est un monde extraordinairement difficile à reconnaître, et là à part quelques fleurs, peut-être les orchidées, voilà, la très grande majorité du public ne sait pas reconnaître les plantes. Donc quand ils observent un paysage, si un papillon qui se pose sur une fleur, certains ne verront que le papillon. Et le végétal qui sert de support, eh bien il reste invisible. Et donc, c'est ce qu'on appelle la cécité botanique. La plupart des gens, en fait, quand ils observent un paysage naturel, ils voient les animaux qui parcourent ce paysage, et très souvent, le monde végétal constitue un décor. Et très peu d'entre eux sont capables de nommer les éléments de ce décor. Et moi, je suis convaincu que si on n'est pas capable de nommer,
de reconnaître, on ne respecte pas et on ne protège pas. Puis non seulement les plantes, mais aussi ce qu'on ne voit pas, littéralement. Et vous disiez par exemple que Humboldt décrivait ce qu'il voyait à l'époque, mais il ne voyait pas ce qu'il y avait sous terre. C'est finalement très récent qu'on s'intéresse à ce qu'il y a sous terre. Donc il y a une cécité botanique, et la cécité du monde microbien elle est encore plus grande, parce que là on a affaire à un monde invisible, et donc ma mission, sur Terre en tant que chercheur, c'est de rendre visible ce monde invisible. Parce qu'effectivement, sur tous les êtres vivants, y compris les êtres humains, sur toutes les plantes, il y a un monde, des communautés microbiennes, alors invisibles, parce que microscopiques, il faut avoir des instruments pour pouvoir les observer, mais on est couvert, on n'est jamais seul en fait. Nous, humains, ou un arbre, ou une plante, une orchidée, n'importe quel végétal, est en interaction permanente avec ce monde invisible qu'on appelle le monde microbien. D'ailleurs, on utilise un terme maintenant qui est assez spécifique, assez générique, c'est le microbiote. Le microbiote ou le microbiome. Pour les arbres aussi. Pour les arbres également. Donc on a le microbiote intestinal qu'on commence à bien connaître. On sait qu'il a un impact sur notre santé, peut-être même sur notre comportement. Eh bien, chers auditeurs, les arbres ont également un microbiote qui influe sur leur développement, qui influe sur leur physiologie, qui influe sur leur santé. Ce qui a été extrêmement difficile pour les biologistes, les microbiologistes, c'est d'avoir des outils qui nous permettent de voir et de révéler la présence de ces micro-organismes. Oui, c'est très récent et maintenant il y a ces nouveaux outils, mais ça reste aussi une projection finalement, ce qu'on sait de ce monde-là. C'est difficile et on sait peu de choses. Oui, parce qu'en fait, d'abord c'est invisible, et alors après quand on s'intéresse aux microbes du sol, le microbiote du sol qui interagit avec les plantes, qui vit dans le sol des forêts, en plus c'est souterrain. Donc là, ça devient extrêmement compliqué. On n'a pas beaucoup d'appareils qui nous permettent d'observer ce qui se passe sous terre. On n'est pas des taupes, donc on ne vit pas dans cet univers obscur, humide, constitué d'une très grande complexité, avec de la matière organique qui se dégrade, des particules du sol. Le sol, c'est quelque chose qui reste très mystérieux. Alors que, pardon, je vous interromps, mais vous dites, dans les 50 premiers centimètres du sol, il y a 70% de la vie sur Terre. C'est incroyable. 70% de la diversité en France métropolitaine se trouve dans les forêts. Et la très grande majorité de cette diversité, qu'elle soit microbienne, animale ou végétale, se trouve sous terre. Et on ne réalise pas quand on rentre dans une forêt que plus de 50% de la biomasse est constituée, est sous terre, elle est constituée de racines, elle est constituée de tout ce monde de microbes, de petits animaux qui vivent autour de la racine, dans cette sphère d'influence de la racine. Alors, on a développé des endoscopes, comme on fait en médecine humaine. On peut avoir des instruments qui nous permettent de visualiser dans une certaine mesure ce qui se passe dans le sol, dans les premières couches, les premiers 20 cm de sol. On peut aller avoir avec ces endoscopes voir ce qui se passe. On peut également faire des tranchées dans le sol, et puis mettre une plaque transparente de polycarbonate. Et là, à ce moment-là, on voit les racines qui se développent, on voit les insectes qui vivent avec les racines, on voit les microbes, s'ils sont assez gros comme les champignons, qui forment leur mycélium. Mais tout ça nous donne une vision extrêmement partielle de ce monde invisible. Mais heureusement, il y a une vingtaine d'années, on a développé des outils qui reposent sur la génétique moléculaire, c'est ce qu'on appelle le séquençage de l'ADN, un petit peu comme les services de la police scientifique, quand on dit des traces ADN. Voilà, donc nous aussi, on est capable de récolter ces traces ADN laissées par ce monde souterrain. On est capable de séquencer l'ADN de ces organismes-là. Et aujourd'hui, pour la plupart des organismes, en tout cas pour ceux qui ont été inventoriés, on a une étiquette. On a une petite partie de l'ADN qui peut servir de code-barre, d'étiquette. Et donc on a des bases de données, de très grosses bases de données internationales, où tous les êtres vivants sont répertoriés sous forme de cette étiquette moléculaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux aller dans n'importe quelle partie du globe, que ce soit la forêt de Fontainebleau, que ce soit la forêt à côté de Nancy, mais c'est peut-être aussi les forêts de Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, où je vais très souvent, c'est peut-être la Patagonie ou l'Alaska. Il suffit aujourd'hui de prendre 1 gramme de sol, c'est-à-dire à peu près l'équivalent d'une cuillère à café de sol, d'extraire l'ADN qui se trouve dans ce sol, qui est donc une espèce de soupe, de tisane très complexe qui est formée de l'ADN de tous les organismes qui vivent dans cet assemblage, dans cette communauté souterraine.
Et une fois que j'ai les étiquettes moléculaires, le code barre, le mélange de code barre, je peux comparer à des bases de données et je peux enfin mettre un nom sur une partie non négligeable de ces communautés invisibles et souterraines. Donc aujourd'hui, on peut, à partir d'une petite partie du sol, moins d'1 gramme même, on peut inventorier les communautés microbiennes du sol. Alors microbiennes, ou encore une fois, j'ai souvent microbes, mais il y a des organismes microscopiques, puis il y en a qui sont un petit peu plus gros, c'est toute cette microfaune et mésofaune qui vit dans le sol. On a des insectes qui vivent dans le sol par millions. Il y a des colamboles, il y a des pseudoscorpions, il y a des acariens, et puis il y a des organismes un peu plus gros comme les lombriques. Tout ça, ça forme une communauté extrêmement compliquée. On pense que dans 1 gramme de sol, si je simplifie à l'extrême, on a à peu près 10 000 espèces de bactéries différentes, on a probablement 2000 espèces de champignons différents, et puis une centaine d'organismes qu'on appelle des protistes, un peu comme les paramécies, des choses un peu plus compliquées, des organismes complexes, mais toujours de taille millimétrique ou microscopique. Et puis on a la microfaune et la mésofaune, souvent une centaine d'espèces. Donc vous voyez, c'est vraiment une communauté extrêmement dense, d'organismes qui sont en interaction permanente. Alors aujourd'hui, grâce à ces outils basés sur le séquençage de l'ADN, on est capable d'inventorier. Alors ça, c'est une première étape qui est incroyable. On peut faire la liste des espèces qui sont présentes. On peut, si on revient, on peut d'abord savoir où ils sont dans le sol, parce qu'en fait, le sol, c'est pas une purée, c'est pas une soupe ou je disais une tisane, mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Le sol, c'est comme un millefeuille. Il est constitué d'une partie supérieure, qui est ce qu'on appelle la litière, les feuilles mortes, qui petit à petit vont se dégrader. Cette matière organique en décomposition, elle va se transformer petit à petit sous l'effet de l'activité des différents organismes qui sont présents dans le sol, en matière organique décomposée, ce qu'on appelle l'humus. Et c'est cet humus qui va assurer la fertilité du sol. L'humus, c'est riche en éléments nutritifs, et c'est dans cet humus que les racines et leur cortège d'organismes vont aller puiser les éléments nutritifs. Mais si on continue à descendre dans le sol, alors sur les 10 premiers centimètres, c'est une matière très noire, riche en matière organique, qu'on appelle l'humus, ou la matière organo-minérale. Mais si on s'enfonce encore un petit peu, au-delà de 10-20 centimètres, on a encore une région tout à fait fréquentable, où il y a beaucoup d'organismes qui vivent, où il y a plutôt des minéraux, qui sont issus de la roche-mère qui est sous-jacente. Donc en fait, le sol, qu'est-ce que c'est ? C'est une peau qui recouvre notre planète, qui est relativement fine, entre quelques dizaines de centimètres au plus 1 mètre, où se trouve quasiment la moitié de la vie sur Terre. Et donc ce sol est extrêmement précieux, c'est lui qui permet en fait le fonctionnement de notre planète, c'est sur lui que reposent toutes les communautés végétales, les arbres, les autres plantes. Nous, on dépend évidemment de toutes ces communautés végétales. Donc le sol, il est fondamentalement important pour nos sociétés, mais également pour la biosphère. Parce que plus bas, il n'y a rien. Après, on arrive sur le substratum, sur la roche-mère, donc les cailloux, les rochers. Alors, c'est pas un désert. Il y a des micro-organismes qui sont là, qui sont également des bactéries, qu'on appelle des bactéries altérantes, qui sont capables, en fait, de libérer des acides qui vont attaquer la roche, libérer les minéraux de la roche, les micro-éléments, potassium, tous les micro-éléments, les oligo-éléments qu'on met dans les solutions nutritives pour les plantes d'appartement. Tout ça, c'est issu de la roche-mère. Donc en fait, le sol, il est le résultat de 2 phénomènes aussi importants l'un que l'autre. La production d'éléments minéraux, qui est issue de l'altération, de la solubilisation de la roche-mère. Donc ça a plutôt tendance à monter. Les éléments minéraux vont être libérés dans le sol. Et puis, autre phénomène extrêmement important, eh bien, c'est la dégradation, la décomposition de toute la matière vivante, c'est la matière organique qui meurt et qui doit être recyclée. Donc un sol, c'est plusieurs couches. Alors les pédologues, qui sont les scientifiques qui s'intéressent au sol, peuvent reconnaître des dizaines de couches. Mais si on retient qu'il y a
sur la partie supérieure, les 20 premiers centimètres, c'est essentiellement la décomposition, la dégradation de la matière organique qui est prise en charge par une multitude d'organismes, et en particulier les champignons dégradeurs et décomposeurs. Et en dessous, les bactéries qui vont altérer la roche minérale, le substratum, et qui va alimenter tout ce compartiment par des éléments minéraux. Et il faut imaginer que dans cette riche solution, bien les racines vont venir puiser les éléments nutritifs indispensables à leur croissance. Alors justement, parlons des racines. Vous utilisez le mot symbiose, vous parlez de la symbiose et vous dites depuis la nuit des temps, les arbres vivent en interaction avec ce monde microbien. Et les arbres, ce sont des arbres-mondes, c'est ainsi que vous les nommez. Vous parlez par exemple du chêne, Quercus. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette symbiose et des liens avec justement les champignons, qui sont aussi une passion que j'ai, donc ça a été un plaisir d'en apprendre beaucoup plus. Et c'est quoi un champignon ? Donc là, on aborde tout un monde auquel j'ai consacré les 40 dernières années, c'est-à-dire, bien sûr, je m'intéresse aux arbres, qui sont ces organismes gigantesques qu'on connaît encore très mal. Comment fonctionne un arbre adulte dans une forêt mature ? En fait, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Mais voilà, donc Ça m'a paru dingue. Je ne savais pas qu'on ne savait pas. En fait, la plupart des études qui sont faites, on risque de bifurquer là, mais la plupart des études qui sont réalisées le sont, par les scientifiques, le sont sur des systèmes simplifiés, qu'on appelle des modèles expérimentaux, parce que la nature est tellement compliquée qu'on n'arrive pas à la disséquer, la décortiquer en ses éléments principaux pour voir les relations de cause à effet, qui est quand même l'objectif majeur des scientifiques, c'est de voir qu'est-ce qui provoque ça. Bon. Eh bien, mettre un arbre dans un laboratoire, un chêne adulte, centenaire, qui fait 35 mètres de haut, on ne peut pas. Donc la plupart des recherches sont faites encore aujourd'hui en physiologie végétale, en biologie végétale. Quand on s'intéresse aux plantes et en particulier aux arbres, ça va se faire sur des arbres qui ont quelques centimètres, parfois deux ou 3 mètres. Quand on arrive à les garder dans une serre pendant un an, ils vont atteindre une taille un petit peu plus mature. Donc on sait assez bien comment fonctionnent ces jeunes plantules et ces jeunes arbres. On sait comment ils absorbent l'azote, comment ils photosynthétisent, c'est-à-dire comment ils captent le gaz carbonique pour le transformer en sucre, comment leurs feuilles se développent, comment leurs racines se développent, comment ils poussent, comment ils s'adaptent aux différentes conditions de l'environnement. Mais quand il s'agit d'un arbre adulte dans une forêt, imaginez voir le système racinaire d'un chêne, il fait plusieurs tonnes. Il occupe un volume de sol plus grand que cet appartement. Donc on n'a pas encore vraiment les outils aujourd'hui qui nous permettent d'accéder à ce monde qui est souterrain, qui est gigantesque et qui est très complexe et très hétérogène. Donc on a beaucoup d'hypothèses, mais c'est assez rare de pouvoir étudier et confirmer que ça se passe vraiment comme ça. Et en particulier, l'interaction avec les champignons. Alors, je reviens à ma question. Avant de parler de la symbiose entre l'arbre et le champignon, c'est quoi un champignon ? C'est une question qui pourrait nous tenir des semaines. Des semaines, des heures, en tout cas des heures. Alors, il faut rappeler que les champignons, ce sont ni des plantes, ni des animaux. Alors, classiquement, ils sont étudiés en botanique. Quand on va à la fac, on a étudié les champignons, les cryptogames, comme les mousses. On pense que ce sont des plantes. En réalité, non. Les champignons sont plus proches des animaux que des plantes. Ils ont évolué beaucoup plus tardivement. Ils sont restés dans la lignée qui a donné naissance aux animaux très longtemps. Donc les végétaux ont évolué sur notre planète, puis après les champignons et après les animaux. Donc, c'est vraiment un royaume de la vie à part, et ils ont des caractéristiques tout à fait particulières qui partagent avec les plantes. Par exemple, un champignon, sa cellule, elle est entourée d'un exosquelette, d'une paroi, mais cette paroi, elle n'est pas formée, comme chez les plantes, de cellulose et de lignine, qui est la paroi des végétaux, elle est formée de chitine, comme les crustacés. Les champignons sont incapables de fixer le gaz carbonique de l'air par le système de la photosynthèse pour fabriquer des sucres. Ils sont donc, comme nous, hétérotrophes. Ils ne sont pas capables de créer de la matière, du carbone. Seules les plantes sont capables de transformer le gaz carbonique de l'air avec l'eau et l'énergie du soleil en sucre. Donc voilà, il y a pas mal de critères comme ça qui font que les champignons, ce n'est pas des plantes et ce n'est pas des animaux non plus. Mais les champignons, ils ont appris depuis très longtemps à dialoguer, à interagir avec les plantes et de former des alliances, des interactions. Alors ces interactions, il y en a différents types. Il y a des interactions symbiotiques, à bénéfice mutuel. On appelle ça des symbioses mutualistes. Les deux partenaires vont s'associer et les deux partenaires vont tirer bénéfice de l'interaction.
Donc si on reste sur nos arbres qu'on aime tant, les arbres, ils interagissent au niveau de leur système racinaire avec plusieurs centaines de champignons qu'on rencontre en forêt, que généralement on connaît assez bien parce que les ramasseurs de champignons les recherchent tout le temps. Ce sont les cèpes, ce sont les lactaires, ce sont les girolles, donc les chanterelles. Voilà, il y a des cortinaires, il y a beaucoup de champignons qu'on voit en forêt qui forment des fructifications. Leurs fruits sont des champignons symbiotiques associés aux plantes. Les amanites, le fameux amanite tue-mouche avec son chapeau rouge et ses petits points blancs, voilà, c'est vraiment un champignon qui vit essentiellement dans le sol, sous forme d'un réseau de filaments, un peu des filaments cotonneux, qu'on appelle le mycélium, c'est-à-dire c'est comme des tubes qui se ramifient sans cesse pour explorer le sol. Donc c'est vraiment la partie la plus importante des champignons, en tout cas de ces champignons-là, ceux qui vivent en forêt, c'est un réseau souterrain qui forme un tapis mycélien qui colonise le sol, qui explore le sol, qui prospecte le sol à la recherche d'éléments nutritifs. Et ce groupe de champignons symbiotiques a appris, au cours de l'évolution, c'est des phénomènes qui remontent au moins à plus de 200 millions d'années, quand les arbres sont apparus. En tout cas, la famille des pinacées, parmi les conifères, on a les pins. Quand les pins sont apparus sur Terre, dans l'hémisphère nord de ce qui était la planète à l'époque, ces pinacées, vivant dans des régions plutôt froides, où les éléments nutritifs du sol sont difficilement accessibles, eh bien, ils se sont mis à dialoguer avec des champignons qui étaient dans cette matière organique en décomposition, des décomposeurs, des dégradeurs. Par des mécanismes qu'on ne comprend pas complètement, eh bien, ces champignons ont commencé à discuter, à dialoguer, à échanger avec les racines, à tel point que certains de ces champignons, comme les amanites, comme les cèpes, sont capables de recouvrir la petite racine de l'arbre, les petites racines de l'arbre, formées comme une chaussette autour de la racine. Et à partir de ce manteau, nous on appelle ça un manchon ou un manteau mycélien, vraiment du champignon qui s'agrège, au lieu d'envoyer ses filaments un peu partout dans le sol à l'exploration des éléments nutritifs, ces champignons symbiotiques vont recouvrir la racine. Et à partir de cette chaussette, de ce manteau, qui recouvre toutes les petites racines d'un arbre, on va avoir deux réseaux qui vont se développer. Un premier réseau vers l'extérieur, sur plusieurs dizaines de centimètres, parfois sur plusieurs mètres, voire dizaines de mètres. Le réseau mycélien va se ramifier, explorer le sol, pénétrer dans les anfractuosités du sol, à la recherche des éléments nutritifs. Et ça grandit à l'infini. Et ça peut pousser de façon... on pense que les champignons sont immortels. Donc ils croissent comme ça d'à peu près 1 mètre par an, et colonisent la totalité du sol forestier, de ces fameux 20 premiers centimètres du sol. Donc ça, c'est un premier réseau qui a un rôle fondamental. À chaque petite racine, il faut imaginer que vous avez ces projections qui vont dans le sol et qui explorent le sol à la recherche d'éléments nutritifs qui vont rapatrier. Alors évidemment, les éléments nutritifs qu'ils absorbent, les éléments minéraux comme l'azote, le phosphate, le potassium, qui sont indispensables à la construction des éléments vitaux, vont être absorbés et utilisés par le réseau fongique, par le champignon. Mais une partie importante va être échangée avec la plante contre des sucres. Et donc ces champignons qui ont inventé, qui ont été capables de trouver un moyen de communication avec les arbres, s'installent dans la racine et commencent à échanger des éléments nutritifs, azote, phosphate, potassium, oligominéraux et eau, contre les sucres que la plante est la seule à fabriquer. Quand je dis sucre, c'est le glucose, le saccharose, vraiment les sucres que nous on consomme également. Et donc, le champignon qui vit dans le sol, il n'a plus besoin d'aller manger du bois ou manger la matière organique du sol. On lui fournit une solution sucrée, sous perfusion, extrêmement concentrée, extrêmement riche, qu'il va pouvoir utiliser pour construire son réseau. Donc, si je résume, on a bien une symbiose à bénéfice mutuel, où les deux partenaires tirent bénéfice de cette interaction. Et en plus, cette interaction, elle est pérenne. Elle dure pendant des mois, parfois même pendant des années. Donc c'est vraiment la définition d'une symbiose mutualiste, interaction, pérenne, où les deux partenaires sont gagnants-gagnants et tirent bénéfice de l'interaction. Jusqu'à parfois même devenir des êtres chimériques dont il est difficile de dissocier qui est qui, non ? En tout cas, dans les dessins que vous montrez, dans ce que vous décrivez, on voit que le champignon s'incruste au plus profond de la racine. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce premier réseau qui va explorer le sol, qui prospecte, qui rapatrie, qui transporte vers la racine les éléments nutritifs.
Et puis il y a un deuxième réseau, et nous on s'intéresse tout particulièrement dans nos études à ce deuxième réseau, c'est celui qui va pénétrer dans la racine. Les filaments du champignon vont s'immiscer, il faut imaginer, la racine c'est quoi? C'est un ensemble de cellules entourées de leurs parois de cellulose et de lignine. Et il y a un milieu relativement malléable entre un interstice entre chaque cellule, que les scientifiques appellent l'apoplaste. C'est un compartiment qui est formé des parois des cellules adjacentes. Eh bien, les champignons sont capables de pénétrer de se frayer un chemin entre les cellules de la racine, de s'installer, descendre très profond dans la racine. Et c'est ça qui est stupéfiant en réalité, c'est comment la plante accepte-t-elle qu'un organisme étranger la pénètre aussi profondément dans son intimité. Donc on a vraiment une chimère. Si vous êtes capable d'aller en forêt, de récupérer une partie du système racinaire, là où il y a toutes les petites racines fines, vous verrez qu'elles sont souvent formées, elles forment des assemblages, des groupes de petites cellules très ramifiées, et en fait elles sont complètement englobées par le champignon, et elles forment ces chimères. Quand le processus est dans sa phase finale, on a quasiment une racine, c'est 50% de tissus végétaux, de cellules végétales, et 50% de cellules fongiques. Donc on a bien une très forte intimité entre les deux partenaires. Encore une fois, d'un côté on a le monde végétal et de l'autre le monde fongique. Et malgré tout, ils ont trouvé des moyens d'interagir, de dialoguer. Et nous, on s'intéresse tout particulièrement dans mon équipe aux mécanismes moléculaires qui permettent à la plante d'accepter la présence du champignon, comment les deux partenaires sont capables de dialoguer, quels sont les signaux qui sont échangés, et surtout comment ils coordonnent leur activité. Parce qu'en fait, chez un arbre adulte, le système racinaire de cet arbre, de ce chêne ou de ce hêtre, il interagit simultanément avec plusieurs dizaines, parfois même avec plusieurs centaines de champignons différents, des chanterelles, des cèpes, des amanites. Donc sur le système racinaire, c'est pas un simple système binaire, j'ai un chêne et j'ai un champignon, non, j'ai un chêne et sur son système racinaire, je peux avoir une centaine de champignons différents. Et donc c'est la chorégraphie qui permet le bon fonctionnement de cet assemblage est d'une complexité telle qu'aujourd'hui on ne sait toujours pas comment ça fonctionne. C'est incroyable. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette symbiose que les plantes ont pu coloniser la Terre, c'est ça? Enfin, c'est grâce à ça. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, là, je simplifie quand même un petit peu. C'est-à-dire que des symbioses, il y en a différents types. On a parlé surtout des arbres. Et donc, ces arbres sont associés à des champignons qu'on appelle supérieurs. Basidiomycète, ascomycète, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est en gros les champignons qu'on a déjà évoqués et qu'on connaît bien en forêt quand on est ramasseur de champignons, des champignons qui régulièrement sur réseau souterrain produisent des fructifications qu'on appelle les champignons, en fait que le grand public appelle les champignons, mais en réalité ce que vous ramassez et que vous mangez, c'est le sexe de ce réseau souterrain qu'on appelle le mycélium. Ça c'est un premier grand groupe de champignons, ils sont à peu près en Europe, dans nos forêts, 20 000 espèces de champignons qui interagissent avec une bonne centaine d'essences sylvicoles. On a cité le chêne, le hêtre, le sapin, l'épicéa, les pins. Voilà. Et c'est vraiment important parce que c'est une symbiose importante parce qu'elle concerne que les arbres, mais comme les arbres couvrent 60% de la planète, c'est quelque chose d'extrêmement crucial pour le bon fonctionnement des écosystèmes. Maintenant, si on s'intéresse à des plantes beaucoup plus modestes en termes de taille, toutes ces plantes herbacées, que vous voyez dans les champs, dans les prairies, dans les jardins même, souvent, dans les potagers, eh bien, ces plantes herbacées, elles sont associées avec un autre groupe de champignons très primitif, un des groupes de champignons qui existait déjà probablement il y a 600 ou 700 millions d'années, et qui ne forment pas ces fructifications visibles. Ils ne forment qu'un réseau mycélien qui vit dans le sol et qui interagit avec ces plantes herbacées. Et on a pu reconstruire l'histoire des plantes et montrer qu'en fait, il y a 450 millions d'années, quand certaines algues qui vivaient dans les eaux saumâtres ont décidé, entre guillemets décidé, de coloniser les terres émergées, donc les continents de l'époque. Il n'y avait pas de sol, c'était extrêmement un milieu extrêmement hostile avec énormément d'UV, énormément de lumière, très peu d'éléments nutritifs sur le sol. Les plantes primitives qui existaient à l'époque, donc on remonte à 450 millions d'années, peut-être même 460, 470, il faut les imaginer, elles faisaient
à peine quelques centimètres de hauteur. Elles n'avaient pas de feuilles, mais elles avaient peut-être des écailles à la place de feuilles. Et puis, elles n'avaient pas de racines, elles avaient des rhizoïdes, des petits filaments qui pendaient de tiges. Donc, il faut presque imaginer des petits serpents sous forme de tiges qui rampaient sur le sol. Et un sol, en fait, qui était très pauvre en éléments nutritifs. Donc, comment ces plantes primitives, comment ces premières plantes qui ont colonisé les continents, ont-elles pu se nourrir ? Et là, on a découvert, c'est stupéfiant, on a aujourd'hui des fossiles qui ont été découverts dans un petit village d'Écosse qu'on appelle Rinny. Et donc cette faille proche du village de Rinny forme un chert, c'est une accumulation de sédiments. Un petit peu ce qui peut se passer, on imagine que c'était très proche de ce qui se passe autour des geysers de Yellowstone. Ouais, des espèces de grandes giclées de boue qui sortent comme ça de la masse terrestre. Et des plantes vivaient autour de ces milieux assez particuliers, des environnements extrêmes. Et certaines ont été emprisonnées par ces sédiments. Et aujourd'hui, quand on regarde les roches de ce chert de Rinny, on peut faire des sections de ces roches fossiles, et on a l'impression de voir une photographie des symbioses, des racines de plantes qu'on connaît aujourd'hui. C'est extraordinaire, enfin, ça doit être hyper émouvant, non ? C'est presque émouvant quand vous tenez entre les mains, quand un scientifique tient entre les mains, quand vous êtes au Muséum d'histoire naturelle de Londres, qui a une très belle collection de ces roches, de ces pierres fossiles, ils ont fait des sections très fines, et là vous avez des plantes primitives, comme une prairie de plantes primitives, et quand on prend un microscope et qu'on regarde à l'intérieur des racines de ces plantes primitives, qui ont exactement 407 millions d'années, eh bien, on retrouve ces champignons symbiotiques. Alors, ces champignons-là, contrairement à ceux qu'on évoquait tout à l'heure et qui colonisent les arbres, ces champignons anciens, qu'on appelle les gloméromycètes, sont capables de rentrer dans les racines et en plus de rentrer dans les cellules. Ils font un trou dans la paroi de la racine végétale et ils envoient leur mycélium former un petit buisson, un arbuscule à l'intérieur de la cellule pour favoriser les échanges entre les deux partenaires. Donc on appelle ces champignons, ils forment des symbioses. Racines champignons, donc mycorhizes, des symbioses mycorhiziennes, arbuscules. Donc on a le champignon qui pénètre dans la racine et qui pénètre dans les cellules pour échanger ces éléments nutritifs, et en particulier le phosphate, les phosphores, contre des sucres. Donc ça, on a vraiment, on peut remonter à 407 millions d'années. Et donc on imagine que oui, ce sont ces champignons qui ont permis aux plantes de coloniser les continents. Et je trouve aussi intéressant dans votre livre, parce que c'est fascinant, vous racontez tout ça, vous parlez de cette découverte en Écosse et tout, et comment ça s'est passé. Je vous invite à vraiment lire les livres. Et on a beaucoup parlé de la communication, de l'entraide, donc là on parle de symbiose, du mycélium et de l'arbre, et il y a eu beaucoup de livres qui ont parlé de ça, donc on a l'impression que c'est un très beau monde qui se soutient et s'entraide, mais vous dites aussi que la forêt, c'est pas seulement le monde des bisounours, c'est un territoire de conflit. Oui, on a toujours tendance à être trop sentimental et à anthropomorphiser tout le monde qu'on observe. En fait, nous, scientifiques, on essaie de faire très attention, y compris quand on écrit un livre, même si on essaie d'utiliser des métaphores ou des images, il faut rester rigoureux. Et en fait, non, le monde de la forêt, effectivement, c'est pas un monde que de coopération et de symbiose. Même la symbiose que je viens de décrire, la symbiose entre les champignons symbiotiques qu'on appelle mycorhiziens, puisqu'ils forment cette symbiose qu'on appelle la mycorhize, myco-champignons rhiza-rhize, champignons racines. Ces champignons-là, je viens de vous dire qu'ils étaient incroyablement efficaces, qu'ils absorbaient les éléments minéraux du sol pour les transférer à la plante en contrepartie au sein d'un troc. On récupérait des sucres solubles. On a l'impression que c'est une réelle coopération. Mais quelle a été notre surprise quand on a étudié les mécanismes moléculaires de cette interaction? On s'est aperçu, on a découvert il y a maintenant une quinzaine d'années déjà, le temps passe vite. En fait, le champignon, quand il rentre dans la racine, je vous ai dit tout à l'heure, comment se fait-il que la racine puisse tolérer la pénétration aussi massive par un organisme étranger? Si demain, votre corps, vos pieds ou vos jambes étaient colonisés par un champignon, qui se mettait à occuper 50% du volume de vos pieds et de vos jambes, fort heureusement, votre système immunitaire repousserait l'agresseur. Eh bien, on a découvert que c'était exactement la même chose chez cette interaction soi-disant
bénéfique, soi-disant mutualiste, on s'est aperçu qu'en fait le champignon, pour pouvoir rentrer dans la racine, il injectait à la plante des petites protéines, des petits peptides, un peu comme les hormones qui parcourent notre corps, qui étaient capables de neutraliser le système de défense de la plante. Quand moi j'ai commencé ces études, souvent on présentait l'arbre et le champignon qui se serraient la main. Il y a une bande dessinée qui traîne dans la plupart des thèses d'étudiants qui travaillent sur des symbioses mycorhiziennes. C'est un arbre qui serre la main à un champignon. Et on parlait d'histoire d'amour, de mariage. En réalité, c'est bien plus compliqué que ça. Et donc le champignon, pour pouvoir pénétrer dans la racine, aussi profondément, aussi intimement, en fait, il neutralise, il fait un coup d'état et il neutralise le système de défense immunitaire de l'arbre. Donc en fait, il est capable de rentrer parce qu'il a supprimé, en tout cas à l'endroit où il s'enfonce, à l'endroit où il pénètre dans la racine, il va neutraliser le système de défense de la plante qui, normalement, dès qu'il y a une bactérie ou des filaments de champignons qui atterrissent sur une feuille ou une racine, immédiatement, cet organisme est détecté. Et très rapidement, il y a toute une cascade d'événements moléculaires avec la production de poisons, avec la production de molécules toxiques, avec un renforcement des parois pour éviter justement la pénétration et l'agression. Eh bien, ces champignons symbiotiques qui coopèrent avec la plante, en réalité, ils neutralisent les systèmes de défense. Donc là, on se rend compte que la nature, évidemment, il n'y a pas de volonté derrière le champignon. Lui, il a trouvé un système qui lui permet de pénétrer un substrat qu'on appelle la racine, de s'installer, de se faire nourrir au détriment de la plante. Il va consommer quasiment un tiers des sucres que la plante produit, donc ça a un coût réel en termes d'énergie. En coût carbone, en crédit carbone, c'est vraiment très coûteux cette symbiose, et en même temps, il neutralise le système de défense de la plante. Alors là, on a fait un très joli papier avec ça, qui avait vraiment marqué à cette époque les travaux dans ce domaine. Et un peu après, et j'arrêterai, je vous laisserai parler après. Non, allez-y. Et après, on a pu découvrir quelques années après que la plante elle-même envoyait des petites molécules pour contrôler le champignon. Donc en fait, souvent on me demande, mais qui est-ce qui mène le ménage ? C'est la plante qui donne des sucres ou c'est le champignon qui donne des éléments minéraux ? En fait, comme très souvent dans le monde réel, dans la nature, les deux sont en interaction permanente, donc on a des boucles de rétroaction. Le champignon contrôle la plante, est capable de modifier sa croissance, de modifier le développement de la racine, est capable de stimuler l'attraction des sucres vers le champignon, mais en même temps, la plante, elle est capable de contrôler le champignon dans une certaine mesure. Donc on a un jeu permanent. Alors voilà, c'est une symbiose, oui, c'est une symbiose à bénéfice mutuel, oui, mais elle implique des mécanismes qui sont vraiment très proches des interactions entre les plantes et les champignons parasites. Et tout ça, c'est incroyable, vous parlez de cette découverte qui a 10-15 ans, mais vous citez un moment Bachelard qui dit « Celui qui trouve sans chercher, c'est celui qui a longtemps cherché sans trouver ». Et que finalement, toutes ces découvertes, elles sont parfois dues au hasard, parfois dues à des rencontres, et qu'on sait encore assez peu de choses sur ce monde-là, mais chaque découverte doit être une espèce d'ouverture incroyable. On essaie de comprendre le puzzle du monde, depuis que je suis étudiant, depuis que j'ai commencé à faire de la recherche fondamentale, puis maintenant de plus en plus de recherche finalisée. C'est extraordinaire, c'est un puzzle d'une complexité effarante, et donc je passe ma vie à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Oui, parce que pour donner une idée, vous me dites si je me trompe, mais il y a à peu près 5 millions d'espèces de champignons et on en a nommé que 140 000. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est un monde... Il y a du boulot, quoi. Maintenant, avec les outils justement de la génétique moléculaire, on s'aperçoit que partout dans le monde, quand on prélève 1 gramme de sol et qu'on séquence, qu'on en inventorie, qu'on recense la communauté microbienne qui se trouve dans le sol, généralement 50% est inconnu. 50% n'a jamais été répertorié, ce qu'on appelle la masse noire microbienne. C'est presque rassurant, je trouve, qu'on ne sache pas tout. La science s'est mise en place qu'au XVIIIe siècle. Donc en fait, on a un nombre relativement restreint de scientifiques qui ont travaillé dans ce domaine. Et même si on est plusieurs milliers à travailler sur ces interactions entre les arbres et les champignons, probablement plusieurs dizaines de milliers à travailler sur les microbes du sol, ça reste quand même des milieux formidablement compliqués et complexes. Et même si on a aujourd'hui des outils pour révéler d'écrire cette complexité, il y a encore énormément de travail, oui, plusieurs générations de scientifiques. Alors même si ça s'accélère énormément, c'est-à-dire que moi, au cours de ma carrière,
plus de 40 ans que je fais la recherche à l'INRAE, j'ai vécu toute une série de révolutions technologiques qui ont complètement bouleversé notre façon de travailler et qui a accéléré le rythme de découverte de façon considérable. Chaque innovation technologique, on a appris à amplifier l'ADN, on a appris à séquencer l'ADN, on a l'imagerie a fait de très grands progrès, l'intelligence artificielle, tout ça, à chaque fois, on décuple nos compétences, on décuple notre activité, mais malgré tout, il y a 5 millions de champignons. Et peut-être même plus, et des insectes, il y en a probablement autant. Et encore une fois, l'humanité a pour l'instant répertorié avec ses outils, qu'ils soient visuels, microscopiques ou moléculaires, une infime partie de cette biodiversité. Et ce qui me traumatise, ce qui me panique même, c'est de voir que nos sociétés extractivistes, affectent la biodiversité, affectent les écosystèmes à un rythme tel que il y a plus d'espèces qui disparaissent aujourd'hui que l'on découvre. Donc cette biodiversité incroyable, incommensurable, on la perd parce qu'on détruit énormément d'écosystèmes. D'ailleurs, vous dites à un moment que peu à peu, en tant que scientifique, vous vous muez en lanceur d'alerte de ce qui est en train de se passer. Et vous posez dans la plupart de vos livres la question de l'avenir incertain des forêts. Vous dites en faire des insomnies, je vous comprends, parce que nous-mêmes, on commence à paniquer. Et vous parlez par exemple des séquoias, ces grands géants qui depuis quelques années meurent, et ça on n'avait absolument jamais vu ça, ils ont survécu à tout. Mais bon, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin pour le voir, et vous dites aussi 10 à 15% de la forêt française montre des signes de dépérissement depuis 2018, et le GIEC prévoyait ça pour 2050, donc ça donne une petite idée. Mais par exemple, pour donner un exemple où en sont les séquoias, et ouais, nous aussi c'est un peu la catastrophe quand même. Oui, les séquoias, évidemment, quand on travaille sur les plantes comme les arbres, quand on travaille sur les arbres, c'est vraiment des organismes emblématiques. Quand on traverse cette forêt dans la Sierra Nevada de séquoias, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas oublier, quand on est biologiste et qu'on traverse cette forêt, qui a été popularisée par Star Wars, etc., c'est extraordinaire, c'est des arbres gigantesques. Ça fait effectivement, certains ont 2500 ans, peut-être plus, ils ont survécu à pas mal d'événements, hein. Mais là, on a tellement modifié le climat que ces arbres-là, ils ne dépendent pas que de l'eau du sol. Ces séquoias ont survécu parce qu'ils sont alimentés en permanence par les eaux des brouillards qui viennent du Pacifique. Donc même s'il y a de l'eau dans le sol, ça ne leur suffit pas. Il faut que ces grands organismes soient capables d'absorber l'humidité qui vient par les vents océaniques. Et ça a tellement été modifié par le réchauffement climatique et le changement climatique qu'on observe aujourd'hui, oui, des dépérissements d'une partie importante des séquoias, y compris dans les parties les plus anciennes. Donc le changement climatique, il n'y a aucun doute, il affecte profondément les communautés végétales, il est en train d'affecter les communautés humaines, et peut-être que les gens sont en train de réaliser, là, avec 3 canicules qui se succèdent. Espérons que les gens, nos concitoyens, que les élus aussi réalisent qu'il faut faire vraiment quelque chose. Nos forêts en France, elles sont le taux de maladie, alors quand une forêt est malade, on appelle ça un dépérissement. Et alors qu'on observe effectivement dans une forêt plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'arbres qui meurent ou qui tombent malades. C'est-à-dire souvent ce sont les houppiers, la partie supérieure de l'arbre qui sèche, des branches qui meurent. Voilà. Donc quand on se promène en forêt aujourd'hui, quel que soit l'endroit en France, que ce soit les sapinières des vallées vosgiennes, que ce soit les hêtraies ou les pessières, les forêts d'épicéas du Jura, que ce soit en Ardèche les châtaigneraies, quasiment partout, que ce soit dans les forêts de Compiègne, les forêts de l'Oise, la forêt du domaine de Chantilly, si on reste assez proche de Paris, la forêt de Fontainebleau, le pourcentage d'arbres malades ou d'arbres morts, il s'accroît de façon considérable. On était sur des chiffres de l'ordre de quelques pourcents, hein, c'est normal que les arbres soient malades. 2, 3%, 5% d'une communauté végétale, d'une forêt soit malade, c'est comme les humains, hein. Les arbres sont attaqués par des parasites, ils meurent ou ils se défendent, mais parfois ils peuvent mourir. Mais là, ce qu'on observe, c'est vraiment des modifications majeures de la forêt. C'est des pans entiers, des centaines, voire des milliers d'arbres qui meurent.
Et ça, c'est des événements qu'on n'a pas connus dans notre... enfin, en tout cas, récemment. Peut-être qu'à 1000 ans, 2000 ans, ça a déjà existé, hein, mais en tout cas, dans l'histoire récente, ce sont des modifications majeures. Il y a des parties entières des sapinières, parfois dans certaines vallées vosgiennes. Moi, j'ai vu ça dans la vallée de la Dolère. Il y a 25% des sapins qui sont morts en 2 ans ou 3 ans. Si vous allez dans les plaines de l'Argonne, autour de Verdun, les épicéas qui avaient été plantés massivement dans la plaine, autour de Verdun, après-guerre, eh bien, ils sont tous morts. Donc vous voyez des centaines et des centaines d'hectares, des milliers, des dizaines de milliers d'arbres qui sont morts. Alors on ne va pas sombrer dans le catastrophisme. Non, alors justement, il y a peut-être... prudent, mais... Vous parlez à un moment du lien intime et ancestral qu'il y a pu avoir entre les humains et les arbres. Les tribus humaines ont respecté ces êtres comme des dieux pendant des millénaires. Vous parlez par exemple du mythe nordique dans lequel Yggdrasil est l'axe du monde. Et d'ailleurs, c'est passionnant, je pense, de se plonger dans ces mythes. On a peut-être beaucoup à y apprendre. Et vous, à votre façon, justement, vous ne voulez pas sombrer dans le catastrophisme. Et vous avez, dans votre dernier livre, vous racontez une magnifique épopée d'1 an où vous vous rendez toutes les semaines au pied d'un vieil être, un arbre qui a 200 ans. C'est dans la forêt près de chez vous. Vous lui avez rendu plus de 50 visites. Et c'est peut-être un moyen de réactiver ce lien un peu entre l'arbre et l'humain. Et on sent dans votre écriture qu'elle a muté, pour avoir lu les livres d'avant et celui-là. Et on sent qu'il y a eu en vous une métamorphose. Il y a de la poésie, il y a des haïkus. Il y a quelque chose qui a changé pendant cette expérience. Oui, c'est aussi une aventure hein, en tant que auteur, conférencier ou écrivain. J'ai écrit plusieurs essais scientifiques, toujours en essayant d'avoir un style quand même assez riche en termes... redécouvrir ma langue, en fait, parce qu'en tant que scientifique, 90% de mes productions scientifiques, j'ai publié plus de 400 articles, quasiment la totalité sont écrits en anglais. Et en plus, l'anglais scientifique est un anglais extrêmement pauvre. Donc en fait, j'ai passé ma vie à décrire le monde en termes extrêmement froids, secs. Et à un moment, quand j'ai commencé à écrire le premier livre justement sur les champignons, je m'étais dit, mais quand même, on a une langue qui s'appelle le français. Au XIXe siècle, les scientifiques écrivaient de façon incroyable. Quand on lit les livres, les ouvrages scientifiques d'Auguste Comte, par exemple, sur la physiologie humaine, ça se lit comme des romans. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de ressusciter ce langage scientifique français. Donc ça, c'était vraiment la première étape. Et la plupart des essais scientifiques que j'ai produits ces dernières années, bon, on a sous la forêt, c'est un bel exemple, hein, mais aussi la collaboration avec Emmanuel Boitier, le photographe des arbres remarquables, où on décrit une vingtaine d'espèces d'arbres. C'est un style qui est riche, mais qui reste quand même assez rigoureux. Et mon éditrice, Olivia Requinsens, m'a dit « Mais c'est Francis, t'as plus de potentiel que ça. Il faut vraiment que tu montes en puissance. Vas-y, lâche-toi. » Ah bah là, vous êtes lâché. J'adore, hein, c'est beau. Et donc, mais faut se rendre compte que c'est très difficile, parce qu'en fait, l'idée, c'était d'écrire un essai scientifique sur la forêt, essayer de faire partager mon émerveillement et ma passion pour la forêt, d'écrire tous ces phénomènes qui se déroulent dans les bois jour après jour, saison après saison, au cours des cycles circadiens, chaque jour, le cycle des saisons, le cycle de la vie et de la mort, tout ça c'est emboîté. Il y a des milliers d'organismes qui sont là, des relations d'interdépendance extrêmement fortes. Donc ça, scientifiquement, je sais d'écrire ça, je peux le faire. Et puis je me suis dit, est-ce si Jean Giono décidait d'écrire ce livre. Et donc le challenge du livre, là, entrer dans la forêt, c'est d'écrire comme Giono, en toute modestie, hein, bien entendu, mais en tout cas de faire avec une langue sensuelle, parce que j'adore ça. J'allais dire que c'est très sensuel, très incarné, très engagé, je dirais même... pardon, je vous ai interrompu, mais parce qu'on voyage vraiment, et notamment, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est votre description des odeurs, souvent, et c'est rare en littérature de lire des descriptions d'odeurs, moi j'adore, et je lis un petit passage, parce que vous décrivez l'arôme du champignon, donc mon petit bon prisme, mais vous dites... Un mélange de chair fraîche et de décomposition naissante, de noisettes écrasées, de caves humides et de pierres froides. C'est comme si vous avaliez la forêt ou que la forêt vous avalait. Il y a un espèce de mouvement comme ça, très sensuel, très, très charnel, on va dire.
Oui, c'est tout l'exercice en fait. Je suis rentré quand j'ai décidé de choisir ce thème, c'est-à-dire je vais revenir tous les dimanches matins au cours de ma promenade dans la forêt. Je vais m'arrêter au pied de ce vieil hêtre qui est dans un petit vallon assez reculé et qui est quasiment pas exploité, heureusement. Je me suis dit, allez, tu te poses là, tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu vois? Alors jusqu'à présent, décrire avec les yeux, enfin ce qu'on voit, c'est assez facile, c'est assez classique. Hein. D'abord, décrire ce qu'on entend, il faut savoir identifier les oiseaux. Ça prend du temps. Les insectes qui viennent butiner, faire des petits bruits à gauche et à droite, et puis les odeurs. Et là, on peut le faire. Apparemment, c'est réussi. Et donc le livre, c'était ce pari, c'est est-ce qu'on peut rester rigoureux sur le plan scientifique et donc écrire un essai scientifique. Et dedans, il y a vraiment des résultats scientifiques extrêmement récents qui ont été publiés il y a moins d'1 an. Oui, c'est très précis. Hein. Vous parlez par exemple de la découverte de ces chercheurs de Yale qui ont découvert que dans les entrailles de l'arbre, il y avait un monde de vivants entre 10 milliards et 1000 milliards de microbes. On ne sait même pas comment ils sont arrivés là. C'est-à-dire qu'il y a le World Wide Web dont on a parlé, etc. Mais à l'intérieur de l'arbre, il y a... Donc vous parlez vraiment très précisément de découvertes. C'est passionnant. Enfin, on ne va pas toutes les nommer, mais celle-là m'a marqué, par exemple. Oui, c'est ça, en fait. Même aujourd'hui, après des décennies de recherche, il y a encore des travaux qui sont réellement stupéfiants. Et alors qu'on découvre encore aujourd'hui des univers, des mondes que l'on ne soupçonnait pas. Donc ça, c'est ça qui rend ce métier extrêmement passionnant. C'est qu'on peut avoir demain, soit notre équipe, soit d'autres, faire des découvertes extraordinaires. Donc, comment raconter ça? Alors, pas sèchement, pas comme je ferais dans un article pour Sciences et Avenir ou Sciences et Vie, et dans un style de journaliste scientifique. Ça, j'ai fait ça pendant très longtemps, ou aider les journalistes à écrire des articles comme ça. Le pari, là, c'est de dire, est-ce que je peux faire vivre ça de façon sensuelle, presque érotique, parfois, et avec le partage d'essence, attirer le plus grand nombre de personnes dans les forêts pour qu'ils fassent la même chose que moi. Ils rentrent dans la forêt, mais pas en courant, pas avec un quad ou un VTT à toute vitesse à travers la forêt. Y aller, s'immerger, comme on s'immerge dans les vagues, dans l'océan, s'immerger dans la forêt, s'asseoir sur une souche, ne pas regarder son smartphone, évidemment, ne pas avoir l'écran en permanence ouvert, et puis écouter ce monde. Et là, on découvre des choses incroyables. Même moi, je découvre en permanence, là je suis en train d'apprendre un peu les insectes, que je connaissais très mal. Et oh là là, c'est fascinant. Franchement, c'est fascinant. Enfin, moi, ça m'a fasciné. Et ce que je trouve intéressant, c'est se pencher sur les forêts et leur fonctionnement. C'est aussi une façon c'est aussi se donner l'opportunité de regarder la mort d'un autre œil. Vous dites, un arbre mort n'est pas un détritus, c'est un commencement. La mort est une porte. Or, en général, dans les forêts gérées, c'est le cas de la plupart des forêts, on nettoie, on brûle, ces arbres disparaissent. Mais c'est aussi la manière dont on vit la mort dans nos sociétés modernes, où elle est mise à l'écart, on la regarde surtout pas, on veut rester jeune, on veut rester... les vieux sont mis à part. Donc, je trouve que c'est un beau reflet, et c'est intéressant de se pencher là-dessus. Oui, bien en plus, c'est vraiment, quand on découvre... que l'arbre vivant, il est en interaction, comme on l'évoquait, avec des milliers, des dizaines de milliers d'espèces, mais même quand il va mourir, ce gisant sur le sol, aussitôt qu'il touche le sol, il va être colonisé par des dizaines, des centaines, voire des milliers d'espèces, de microbes, d'insectes, mangeurs de bois, xylophages, saproxyliques on dit aussi. Et puis cet arbre mort, s'il est encore debout, ce qu'on appelle un chandelier, il va héberger des chouettes, il va héberger des chauves-souris, il va héberger des pics. Et quand un pic va faire un trou dans un de ces arbres morts, un chandelier, sa cavité, quand il va la quitter, elle va être colonisée par des chouettes. Et puis quand les chouettes vont partir, c'est peut-être des mésanges qui vont s'installer. Donc quand on commence à découvrir toutes ces relations d'interdépendance, d'interaction, même dans la mort, l'arbre, il va continuer pendant 15, 20, 30 ans, à peu près dans nos régions, quand un chêne ou un hêtre tombe sur le sol, si on le laisse sur le sol, il va mettre 15, 20, 30 ans avant d'être réduit en poudre, minéralisé. Et toute sa matière, tous ses atomes
non content qu'ils auront été partagés il va être dévoré par toute une multitude d'organismes qui vont manger ces atomes, les propager, mais même à la fin, ce qui reste va être alimenter la fertilité de l'humus dans cet humus dans lequel vont aller puiser les autres arbres. Peut-être ses propres enfants vont aller puiser, aller retrouver certains de ces atomes, vont se retrouver dans la génération suivante. Donc quand on réalise ça, oui, on s'aperçoit que là, il ne faut surtout pas éliminer les débris. Parce que jusqu'à tout récemment, quand on discutait avec c'est comme dans les jardins, hein, c'est un peu la même chose. Ah, ça fait ça, là. Oh, si je laisse des débris, si j'enlève pas à la fin de la saison dans mon potager, si j'enlève pas tout, si j'élimine pas tout, ça va apporter des maladies. Non, il faut laisser dans un potager, y compris comme dans une forêt, il faut laisser la matière morte, elle héberge une multitude d'organismes, on entretient la biodiversité, et en plus ça enrichit, en fin de compte, en fin de cycle, ça va enrichir le sol, que ce soit le sol du potager, que ce soit le sol de la prairie, que ce soit le sol de la forêt. Donc heureusement, on a réussi aujourd'hui à convaincre les forestiers, les sylviculteurs, ceux qui aménagent la forêt, ceux qui entretiennent la forêt, on a maintenant des règles qui ont changé et on laisse des arbres morts sur chaque hectare. Il faut au moins 5 arbres morts debout, des arbres morts gisants, de manière à entretenir cette incroyable biodiversité qui est formée d'oiseaux, d'insectes, de champignons, de bactéries et plein d'autres organismes. Quand vous parlez de ce futur incertain, vous dites que nos paysages vont changer. Alors il y a l'idée d'une nature intacte est un mythe, ça vous le dites. Ça fait des siècles qu'on a un impact. En fait, la forêt a toujours changé. Et d'ailleurs, c'est passionnant, on ne va pas rentrer dans tout, mais vous parlez comment, dans des coupes d'arbres, on peut observer tous ces mouvements, ces déplacements, ces changements. Donc il y a non seulement le réchauffement climatique, mais vous parlez aussi de la mécanisation qui est presque plus dramatique pour les arbres. Enfin, en tout cas, c'est les deux, mais... Oui, aujourd'hui, quand on évoque la perte de biodiversité, on a tendance effectivement à accuser uniquement le changement climatique. En fait, non. Aujourd'hui, en 2026, quand on regarde les chiffres du service de santé des forêts du ministère de l'Agriculture, quand on fait le bilan, le facteur majeur qui est la cause de la perte de la biodiversité, ça reste quand même l'activité humaine. C'est la fragmentation des paysages. C'est-à-dire que les villes grignotent les campagnes, grignotent les forêts, les autoroutes, les lignes de TGV, les plateformes logistiques qui se développent, tout ça se fait au détriment des écosystèmes naturels. Et c'est vraiment là, et on fragmente le paysage. Et ça, il n'y a rien de pire pour les organismes vivants. Ils ont besoin d'être en permanence, de se mouvoir, de pouvoir se déplacer à travers la forêt, d'aller d'un bois à une autre forêt par le biais des haies. Donc ça, l'homme, par son activité depuis plus de 2 siècles, fragmente et continue toujours à fragmenter, à détruire les haies. Et donc tous ces trames vertes, ces trames bleues, ces trames brunes, qu'on devrait maintenir absolument, sont encore aujourd'hui, malgré les alertes qu'on a pu formuler en tant que scientifiques, sont encore détruites. Donc ça, c'est vraiment la cause majeure. La deuxième, alors ça commence, et là, je crains que cette année, ce ne soit pas une bonne année pour les plantes, c'est effectivement le réchauffement climatique, qui va beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait il y a encore 10 ou 20 ans. Et puis... partiellement lié, il y a tout ce qui va avec la mondialisation, c'est-à-dire l'introduction de maladies émergentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les forêts en France, si elles meurent, c'est pas uniquement du réchauffement climatique, c'est pas uniquement de la fragmentation des paysages, c'est aussi des maladies qui ont été introduites. Par exemple, le frêne, qui est quand même une espèce emblématique de nos paysages, en particulier dans les Alpes, dans les régions de montagne. Le frêne qui a été utilisé pour faire des haies, le frêne qui a été utilisé comme fourrage par les fermiers depuis très longtemps. Le frêne est attaqué par une maladie qu'on appelle la calarose, qui est provoquée par un petit champignon qui vient coloniser les vaisseaux conducteurs, bouche les vaisseaux conducteurs de l'arbre, et du coup, le houppier, la partie, les feuilles, les branches, meurent de soif. Eh bien, ce champignon, il vient d'Asie. Il vient d'Asie du Sud-Est et il a été introduit en Europe il y a une vingtaine d'années avec des plants qui ont été importés d'Asie. Mais c'est qu'un exemple. On a d'autres, l'encre du châtaignier qui est en train de faire mourir les châtaigniers d'Ardèche et de Corse, c'est la même chose. Donc on a beaucoup de maladies comme ça qu'on appelle des maladies émergentes qui viennent soit de l'extérieur,
on n'a pas pu contrôler ces parasites quand ils ont été introduits sur notre territoire, ou ils sont déjà préexistants dans le sud de l'Europe, et avec le réchauffement climatique, ils remontent à une vitesse non négligeable. Les chenilles processionnaires du chêne, par exemple, remontent très vite. Elles sont très présentes dans le nord de la France. Ouais, donc vous dites nos paysages vont changer, en plus de ça, non seulement ces arbres qui meurent à cause de maladies, mais aussi le réchauffement, on aura de la garrigue potentiellement dans les Vosges. Enfin... J'espère que non. Encore une fois, on est dans un moment où les scientifiques, il y a plusieurs écoles. Effectivement, on pensait jusqu'à tout récemment que les paysages allaient changer de façon rapide et draconienne, forte. Les modèles de prédiction, qui sont essentiellement basés sur les modèles de Météo France, et la connaissance que l'on a des endroits où les arbres vivent, on se disait, vu les températures, où effectivement le climat méditerranéen va remonter jusqu'au nord de la Loire, le hêtre, qui est une espèce qui aime le milieu humide, etc., il va disparaître. Donc ça, c'est vraiment l'idée majeure, l'hypothèse forte jusqu'à il y a quelques années. Puis là, on commence à se dire, mais finalement, en étudiant ces arbres, on s'aperçoit qu'ils ont une plasticité génétique, une capacité d'adaptation considérable. Un chêne, ils ont un génome extrêmement plastique, extrêmement complexe, et on pense qu'il y a peut-être dans les chênes aujourd'hui, ou dans les hêtres qui sont dans nos forêts aujourd'hui, ces milliers de plantules qui chaque année sont produites dans les sous-bois, il y a peut-être des individus qui sont déjà adaptés à des climats plus méditerranéens. Donc c'est pas impossible en fait qu'on garde les mêmes espèces, des hêtres ou des chênes, mais les variants méridionaux de ces espèces. C'est marrant parce qu'en vous lisant, vous parliez de cet avenir incertain et je pensais à Anna Tsing qui a écrit Le champignon de la fin du monde sur la possibilité de vivre sur les ruines du capitalisme, qui est un livre fabuleux que j'ai eu il y a quelques années. Justement, vous la citez et vos pensées se retrouvent. Oui. C'est beau dans l'idée d'une écologie de la ruine. Et vous dites il faut apprendre à vivre dans l'incertitude. Oui, en fait... j'essaie de ne jamais sombrer dans le pessimisme et le catastrophisme, parce que le monde végétal nous a démontré qu'il avait une plasticité stupéfiante, une capacité d'adaptation qu'on ne soupçonne pas. Il suffit que les humains se retirent d'un endroit, alors ça peut être une vallée des Pyrénées, une vallée des Vosges, une vallée des Alpes, aussitôt que l'humain se retire. Et on le voit bien dans les Alpes aujourd'hui, il y a à peine 200 000 moutons qui montent dans la Crau contre 2 millions il y a quelques années dans les Alpes de Haute-Provence. Donc les éleveurs, il y en a de moins en moins, du bétail qui pâture dans les montagnes, il y en a de moins en moins, et bien la forêt, elle recolonise. Quand on abandonne les forêts dans les Vosges, très vite les épicéas descendent dans la vallée. Donc quand on voit ça, on se dit, mais il suffit que demain on disparaisse, nous humains, ou qu'on soit plus raisonnable, et la nature va reprendre ses droits. Et c'est particulièrement le cas des ruines modernes. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'on a un village qui est abandonné, aussitôt qu'on a une station de ski qui est abandonnée, une usine qui est abandonnée, si vous revenez 10, 20 ou 30 ans après, c'est incroyable, comme tout est recolonisé par la nature. Et on a partagé cette réflexion avec Gaspard Koenig, qui, je crois, à la rentrée, va sortir un livre justement sur les ruines modernes, et il a fait le même constat. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits en Europe, c'est pas la peine d'aller très loin, mais on a Tchernobyl, évidemment, qui a un exemple c'est incroyable, mais il y a d'autres endroits où l'homme a fait des stations balnéaires, ou a fait des stations de ski, ou a fait des casinos comme ça. Je crois que dans le nord de l'Italie, il y a un casino, une ville qui avait été créée. Ça n'a pas marché. Ils ont fait faillite. Ils ont abandonné, et quand vous revenez quelques années après, vous avez des épicéas qui sortent des fenêtres, il y a des... Voilà, la nature est d'une capacité de colonisation phénoménale. Donc, finalement, quand on voit ça, on reste assez optimiste. Peut-être que certaines forêts vont disparaître, certaines espèces de plantes vont migrer, elles ne vont pas disparaître en fait, elles vont migrer vers le nord, puis elles vont être remplacées par des espèces qui viennent du sud.
on voit bien, on a bien diagnostiqué, on a bien étudié ça à l'INRAE, le chêne vert, qui est une espèce typique de la garrigue. Vous savez, c'est ce chêne qui a les feuilles cireuses comme ça, piquantes, qui est vraiment typique de la garrigue avec les cystes. On n'aime pas traverser une chaînée de chêne vert parce que ça pique. Eh bien, le chêne vert, avec le changement climatique, ça lui va très bien et il est en train de remonter, de recoloniser tout le cordon dunaire atlantique depuis le début du XXe siècle. En fait, il a démarré au début du XXe siècle. Il progresse d'à peu près 50 mètres par an, 50 à 100 mètres par an, et maintenant on le trouve en Bretagne. Donc, il va y avoir des gagnants dans ces paysages qui vont être modifiés. Peut-être que le hêtre va disparaître de nos régions, il va se réfugier en Scandinavie. Mais il y a d'autres espèces comme le laurier, comme le chêne vert, comme le chêne blanc de Provence, le chêne pubescent, qui vont prendre leur place. Il y a une autre leçon, je trouve, à tirer, et vous le dites vous-même, c'est peut-être de changer notre perception de nous-mêmes. Vous écrivez une phrase que je trouve, et on l'a vu dans ce que vous avez déjà dit, mais on l'a vu dans d'autres épisodes de ce podcast, vous dites « Nous n'avons jamais été des individus ». On n'est jamais seul. Tous les êtres vivants de notre planète, il n'y a pas d'individu. On est tous une communauté. Une multitude, quoi. On est une multitude. On a sur notre peau, sur votre peau, là, vous avez 80 espèces de champignons et de bactéries. Sur votre cuir chevelu, il y a des champignons qui se sont spécialisés dans la consommation des graisses du cuir chevelu. Dans notre intestin, évidemment, alors là, c'est un univers incroyable avec des dizaines de milliers d'espèces de bactéries, des centaines d'espèces de champignons différentes. Donc, repenser nos frontières, en fait. Voilà, c'est ça. Nous-mêmes, on est un archipel, on est un ensemble un univers, un monde. Alors les arbres, voilà ce que j'ai écrit dans l'Arbre Monde. Un chêne, il héberge 2300 espèces d'êtres vivants différents. Donc ça peut être des oiseaux, ça peut être des lichens, ça peut être des mousses, ça peut être des fougères. Évidemment, c'est des bactéries, des virus, des champignons. Et sur ces 2300 espèces, il y en a 300 qui sont totalement inféodées au chêne. C'est-à-dire que ces espèces d'êtres vivants sont incapables d'aller vivre sur le hêtre voisin ou sur l'épicéa ou le pin voisin. Donc ça, c'est incroyable, quoi. Ils ont coévolué ensemble pendant 60 millions d'années et leur interaction, leur coévolution est tellement forte que si le grand maître chêne disparaît, il emporte avec lui, dans sa disparition, tout ce cortège d'organismes. J'ai une dernière question qui est la question rituelle. Mais bon, j'imagine, on a déjà pas mal répondu à cette question, mais comment vous continuez à vous connecter à cet invisible, à ce monde invisible, peut-être à quelque chose de plus grand, même, vous dites dans les sylves, quelque chose est dit silencieusement de l'unité du monde. Donc j'ai la sensation que vous vous connectez à quelque chose de plus grand. Ce que j'essaie de faire, déjà, c'est de poursuivre mon activité scientifique. Parce que, encore une fois, c'est quand même un métier, être chercheur, c'est un métier incroyable, parce qu'on a le privilège de faire ce métier à temps plein, et notre mission, c'est de découvrir le monde. Donc pour moi, un moyen incroyablement efficace de rester connecté à ce monde, c'est de continuer à le découvrir. Donc je continue mes recherches. J'ai décidé d'être chercheur émérite, c'est-à-dire que je peux continuer à travailler dans mon laboratoire. Je suis enseignant à l'université de Pékin où je fais des expérimentations. Donc pour moi, je devrais être à la pêche ou je sais pas, mais non, je peux pas. J'ai envie de continuer ce métier à mon dernier souffle. Je vais essayer de maintenir cette connexion avec le monde par le biais en étudiant, en développant de nouveaux projets de recherche, en continuant à aller explorer et caractériser la diversité microbienne et végétale dans les forêts primaires, un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est quand même une mission qui me tient à cœur, continuer cette activité scientifique très pointue. Et je suis convaincu qu'elle alimente en même temps ma réflexion. Et l'autre partie de ma vie, finalement, aujourd'hui, c'est de communiquer avec le public, avec les auditeurs, avec les téléspectateurs, parce que je me suis aperçu qu'écrire des livres, ça permet d'accéder à des radios, ça permet d'enregistrer des podcasts, et donc ma vision du monde peut être partagée avec des centaines de milliers de personnes. Et puis enfin, c'est continuer tous les matins à aller faire au moins 1 heure ou 2 de randonnée en forêt avec mon appareil photo où j'observe certains jours les insectes, l'autre jour les oiseaux, l'autre jour les plantes. Évidemment, en septembre-octobre, il va y avoir les champignons. Donc là, pendant 2-3 mois, on peut tous les week-ends partir dans les Vosges pour aller ramasser les champignons. Mais en même temps, c'est une bonne excuse pour observer les autres. Voilà, ma vie est du coup bien occupée.
Merci beaucoup Francis Martin, merci d'avoir partagé votre vision du monde, votre savoir, votre connaissance, votre émerveillement. Franchement, c'est passionnant. Je suis très très heureuse de le partager avec les auditeurs du podcast. Donc merci infiniment et peut-être qu'on se revoit à votre prochain livre. J'espère bien, mais en tout cas merci de m'avoir invité et puis j'espère qu'il y aura plein de podcasteurs qui vont lire mes livres et puis n'hésitez pas à interagir avec moi, vous trouverez mon adresse mail sur le web, c'est assez facile. Je mettrai tout dans la description de l'épisode, vos titres de livres, vos contacts. Et je prends toujours un grand plaisir à interagir avec mes lecteurs ou avec les gens qui sont intéressés par ce qu'on étudie, donc je partagerai, je vous répondrai. Voilà, c'est noté. Merci beaucoup Francis Martin. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Invisibilis sur votre plateforme préférée, à aimer, partager, commenter pour soutenir le podcast, le faire vivre et grandir.